Bien, bonjour tout le monde. Nous continuons notre analyse de qu'est-ce qu'on entend par culture populaire à partir des grandes familles critiques, théoriques qui se sont penchées sur la question telle que dégagée par Storey. Et nous avons vu donc un premier sens qui était le sens quantitatif de la popularité. Nous avons vu un deuxième sens qui était un sens qui se voulait qualitatif, qui était celui de une essentialisation délégitimante de la culture populaire comme quelque chose, comme une culture inférieure à la haute culture. Et nous allons voir aujourd'hui euh, une évolution de ces deux notions qui a été, ma foi, un des courants vraiment les plus importants des théoriciens sur la culture populaire. C'est l'idée, l'équation entre culture populaire et culture de masse. Bien. Donc, vous avez sans doute entendu les deux termes il y a des fois une spécification qui veut préciser de dire culture populaire de masse. Ce que nous allons surtout voir aujourd'hui, c'est le grand paradigme de ce qu'on a appelé la culture de masse. Donc, la définition de la culture populaire qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est celle-ci qui en fait une culture massifiée, produite et destinée à capter l'adhésion des masses. Popular culture, la culture populaire et les masses médias ont une relation symbiotique, écrit Turner en 84. Chacune dépend de l'autre dans une collaboration intime. Voilà une des vraiment formuler une des visions les plus répandues lorsqu'on parle de culture populaire et on fait très souvent cet amalgame en postulant une parfaite synonymie entre culture populaire et culture de masse. Il s'agit de l'extension, en fait, complémentaire des deux définitions qu'on a déjà vues. Donc, la première, celle de la popularité quantitative, puisque nous allons voir que justement, dans la notion de culture de masse, il y a cette idée du quantitatif devenu exponentiel, si l'on veut, et aussi, au fond, une extension du deuxième sens qu'on a vu, c'est-à-dire celui qui voit la culture populaire comme, au fond, quelque chose qui est une menace pour la haute culture, quelque chose qui est foncièrement moins intelligent, créatif, original, etc., etc. Les critiques que nous avions vues dans la capsule précédente. Et nous allons retrouver un peu une sorte de condensé de ces deux autres visions dans cette idée de la culture populaire comme une culture de masse qui constitue, il faut bien le dire, un des paradigmes dominants des études sur la culture populaire pendant tout le XXe siècle et qui est marqué par un malaise croissant face à l'extension des médias de communication de masse dans des sociétés qui sont vues de plus en plus comme des agrégations anomiques. Le terme d'anomie va souvent être utilisé pour désigner la culture de masse, des agrégations anomiques d'individus désocialisés. Alors, il faut prendre soin ici, comme toujours, vous avez vu qu'il y a vraiment un travail à faire sur les termes, sur l'histoire des termes, sur la polysémie. Et nous allons retrouver beaucoup cette fois-ci justement de ce que nous avions déjà vu sur la polysémie de la culture, la polysémie du populaire, etc. Alors ici, il faut prendre soin de distinguer trois catégories qui sont sans cesse mobilisés dans leur interdépendance. C'est ce qui fait que, au fond, il est difficile de se concentrer à chaque fois sur une des notions, puisque les trois sont vraiment imbriqués.
Alors, une première notion, c'est celle sociologique qui postule l'existence d'une société de masse. Nous serions passés, l'Occident, mais le monde aussi, le monde globalisé, on serait passé dans l'âge des sociétés de masse à partir pour l'Europe, le 19e siècle et les États-Unis d'Amérique, le 19e siècle, et puis d'autres pays progressivement tout au long du 20e siècle, voire peut-être le 21e. Donc, d'un côté, l'idée de la société de masse. Ensuite, une autre idée plus complexe, mais qui est tout à fait reliée, c'est celle de la culture de masse. Et là, nous allons retrouver les vieux dada de culture, les différents sens, etc. Et puis enfin, troisième terme très inévitable dans cette équation, c'est celui des mass médias, les médias de communication de masse. Et on voit vraiment une interdépendance entre ces trois critères et on glisse insensiblement. Quand on parle de l'un, on passe vers l'autre. Quand on parle des mass médias, on finit par parler de culture de masse. Quand on parle de société de masse, on finit par parler de mass médias et de culture de masse. Bon. Dans les trois termes, ce qui les unit, bien évidemment, c'est l'idée de masse et on voit percer sous la figure de la masse quelque chose que nous avons déjà étudié dans la capsule sur qu'est-ce que le populaire, c'est en fait le spectre antique, au sens de l'Antiquité classique, le spectre antique de la multitudo et de la plebs. Donc la plèbe et la multitude. Et en fait, quand des sociologues se mettent à parler de masse au 19e siècle, c'est justement en réactivant ce spectre de la multitude et de la plèbe. C'est une catégorie elle-même, la catégorie de la masse, qui est tout aussi chargée de connotations idéologiques que celle de peuple, dont elle est d'ailleurs, et comme nous l'avions vu, une sorte d'envers contenu dans sa définition originaire même. Alors, que la notion de masse ressuscite l'ancienne crainte du peuple comme multitude, donc multitude ingérable, frondeuse, révoltée, etc., etc. C'est évident dans le premier texte de la pensée contre-révolutionnaire, donc la pensée qui vient après la Révolution française et qui se positionne contre les acquis de la Révolution française, c'est le texte fondateur de Edmund Burke, Reflections on the Revolution in France, donc paru en 1790. Et c'est lui qui évoque le premier la hantise de l'écrasement de la culture lettrée des élites par ce qu'il appelle la multitude porcine. Je vais citer, donc, ce n'est pas une traduction si facile à faire comme ça live, mais rien n'est plus certain que nos mœurs, notre civilisation et toutes les bonnes choses qui sont connectées avec ceci ont, dans ce monde européen auquel nous appartenons, ont pendant des siècles ont été déterminés par deux principes. Et ils étaient le résultat des deux principes combinés. Je veux dire l'esprit du gentleman et l'esprit de la religion. De même que ces protecteurs naturels et ces gardiens, l'apprentissage va être piétiné par les pattes de la multitude porcine. C'est là où il y a cette célèbre expression qui est véritablement, donc là on est vraiment à l'apogée de ce qui sera la pensée conservatrice à partir du 19e siècle. Et il y a cette image très forte. Et d'ailleurs, l'expression allait devenir emblématique
du conservatisme britannique et elle avait été aussitôt dénoncée par plusieurs publications qui étaient plutôt libérales, progressistes et qui ont tout de suite pris ce terme de la multitude porcine et en ont fait une sorte d'emblème contre la réaction conservatrice. Donc, ça commence avec James Parkinson, qui s'adresse à l'honorable Edmund Burke de la part de la multitude porcine, etc. Donc, bon, on ne peut pas être plus clair sur la dévalorisation totale, voire l'animalisation de du peuple révolutionnaire français de la part de ces aristocrates britanniques qui sentent menacer l'équilibre de l'Ancien Régime par l'impact de la Révolution française. Alors, le terme de masse n'est pas employé, mais c'est celui précisément de multitude au sens classique, avec les connotations classicisantes que ça avait de multitudo, mais c'est bel et bien l'image qui va être très forte pendant tout le 19e siècle, cette image de la masse. Alors, la masse a fait irruption. C'est donc une vision, quand on parle de masse, c'est tout de suite une vision très idéologique, donc vous le voyez, du peuple qui remonte à l'idée de la plèbe et qui se réactualise au moment juste où le peuple accède à la souveraineté dans la Révolution française. C'est de la part des contre-révolutionnaires qui vont opposer à la notion de peuple qui s'est vue comme légitimée politiquement par la Révolution, ils vont opposer la notion dévalorisante de la masse. Et il va y avoir comme ça, donc, première irruption qui est une irruption politique, qui est celle du peuple comme nouvelle catégorie de la souveraineté. Et parallèlement, il y a l'irruption qui est vécue aussi comme quelque chose d'extrêmement perturbateur dans le monde des élites lettrées, l'irruption des nouveaux médias de communication de masse. Et c'est surtout le premier qui bascule tout et qui est très associé évidemment à la Révolution, c'est celui du journalisme, la naissance du journal tel qu'on l'entend. Il y avait eu par le passé des formes proto-journalistiques, etc. Mais bon, c'est véritablement avec la Révolution française, le journal prend un protagonisme tout à fait nouveau. Et ensuite, les deux grandes révolutions, la révolution politique et la révolution industrielle, qui est à la fois économique et technologique, elles vont avoir chacune un impact qui va souvent être combiné. Et donc, c'est ce double impact que l'on va vivre, que les élites vont vivre. Et très vite, le discours contre-révolutionnaire sur le plan politique se transmet sur le plan culturel par rapport à cette autre révolution qui est la révolution industrielle. Et donc, ça va être les premières attaques qui annoncent beaucoup d'autres qui vont suivre, les premières attaques contre le premier grand succès de la culture populaire de masse moderne, qui est le roman feuilleton. Roman feuilleton, là vous avez le titre le plus célèbre qui devient le fleuron du genre, c'est Les Mystères de Paris d'Eugène Sue. Alors ici, c'est déjà l'édition en
livraison illustrée, etc., etc. Mais la première apparition des Mystères de Paris, c'est bel et bien sous la forme de romans feuilletons, c'est-à-dire de ces romans qui viennent dans le journal, chapitre par chapitre, jour par jour, et que les gens doivent donc compléter systématiquement. S'ils veulent poursuivre leur lecture, ils doivent acheter le journal le jour d'après, etc. Donc, ça a été un grand vecteur de la diffusion du journal. C'est assez curieux parce que maintenant, nous associons le journal plutôt à l'information qu'à la fiction, mais c'est un des paradoxes assez savoureux de l'histoire de la littérature que ce soit la fiction qui, au fond, a énormément œuvré pour la diffusion du journal. Donc, romans feuilletons qui, tout à coup, ont un succès totalement inédit parce que la diffusion du journal, en plus le journal industrialisé, on commence, bon, il y a toute une évolution pendant tout le 19e, 20e siècle, il y a une évolution pour industrialiser de plus en plus la diffusion, l'impression, la diffusion du journal. Donc au début, c'est encore selon nos critères à nous modestes, mais peu à peu, les rotatives deviennent de plus en plus performantes. Et ce qui est clair, c'est que c'est une diffusion inégalée dans l'histoire de la littérature. Il n'y avait jamais eu cet aspect massif, justement, le triomphe massif d'une œuvre comme celle des Mystères de Paris d'Eugène Sue. Et d'ailleurs, triomphe qui fera rager Honoré de Balzac, qui va, pendant toute sa carrière, vouloir absolument émuler ce succès éditorial qui va faire une date. C'est déjà vraiment la naissance de ce qu'on appellera plus tard le best-seller. Mais donc, il y a vraiment quelque chose de tout à fait nouveau parce que jusque-là, les succès littéraires ne se chiffraient pas du tout de cette façon-là. Et c'est aussi parce que tout à coup, une frontière vient d'être franchie. C'est un public qui n'achetait pas des livres, un public même parfois qui n'était pas, qui était pas entièrement alphabétisé de façon fonctionnelle. Et c'est le succès donc d'un nouveau type de lecteur, celui des journaux, celui qui va configurer ce qu'on appellera l'opinion publique. Et donc, c'est vraiment la littérature sort du cadre des élites lettrées tel qu'on l'avait entendu jusque. Alors, la première réaction, justement, face à ça, de la part des élites lettrées, c'est la dénonciation, l'attaque. Et ça crée vraiment un précédent, un prototype de ce que seront par la suite toutes les grandes attaques contre la culture populaire, contre la culture de masse, contre les nouvelles technologie aussi, puisque les deux aspects sont extrêmement liés comme on le voit. Alors justement, c'est Sainte-Beuve qui dénonce ce qu'il appelle la littérature industrielle. Et le terme est vraiment fort et c'est très intéressant de voir que Sainte-Beuve attaque tout de suite la technologie et la culture, c'est-à-dire il attaque la transformation qui est en train de se faire par la technologie de la culture. Et d'ailleurs, je vous invite, on le trouve, vous pouvez le trouver en ligne, l'article de Sainte-Beuve, et je vous invite vraiment à le lire. C'est un document assez exceptionnel dans l'histoire de la réflexion sur la culture populaire. C'est à la fois un des premiers grands textes qui est et à la fois un document d'époque tout à fait intéressant. Donc, c'est dans la revue des Deux Mondes, une des grandes revues de l'époque, en 1839, et il déplore ce qu'il perçoit comme, je cite, l'invasion de la démocratie littéraire. Et c'est très intéressant parce que vous voyez comment un peu les trois aspects, société, culture, mais technologie, qui vont être associés dans le débat sur la culture de masse, ils sont là déjà. Littérature, industrielle,
démocratie littéraire. Et Sainte-Beuve peut se permettre tout à fait de critiquer cette démocratie littéraire qui, à ce moment-là, semble presque comme un oxymore. Il est en train d'inventer le terme démocratie littéraire. Et, et il attaque donc, entre autres, cette nouvelle économie de la littérature qui fait que des écrivains ne passent plus par le système d'adoubement des institutions littéraires, etc., mais écrivent directement pour ce nouveau public et sont plébiscités par le public et peuvent connaître un succès qu'aucun autre écrivain de cette époque-là, aucun autre écrivain de cette époque-là pourrait songer, aspirer. Ce chant, je cite alors, ce chant des lettres, en un mot, a été de tout temps infesté par des bandes, mais jamais il ne lui arriva d'être envahi, exploité, réclamé à titre de juste possession par une bande si nombreuse, si disparate et presque organisée, comme nous le voyons aujourd'hui, et avec cette seule devise inscrite au drapeau, vivre en écrivant. Pourquoi pas moi aussi, se dit chacun. Alors c'est intéressant parce que bon, tout l'article est très intéressant et il faudrait vraiment, ce serait donc intéressant de se pencher dessus. On pourra le faire si vous le voulez lorsqu'on se verra sur Zoom. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a à la fois l'idée que d'une hubris, d'une démesure, il y a quelque chose les règles du jeu sont totalement chamboulées. Elles sont chamboulées par l'industrialisation, par le fait qu'il y a une littérature qui se fait à une échelle industrielle qui n'est plus du tout celle traditionnelle, et aussi parce qu'il y a une sorte d'extension de la volonté révolutionnaire de souveraineté populaire vers les lettres, qui basculent les hiérarchies, les catégories, etc. Et vivre en écrivant devient une sorte d'emblème. Il est assez intéressant de voir à quel point Sainte-Beuve en est outrée, parce que dans la tradition du mécénat, etc., la façon dont c'était organisé pendant l'Ancien Régime, etc., l'écrivain n'aspirait pas à ce rêve capitaliste moderne de l'écrivain professionnel qui vit de sa plume. Il vivait de sa plume d'une façon beaucoup plus complexe, c'est-à-dire qu'en fait, c'était le capital symbolique de ce qu'il écrivait qui lui permettait d'avoir une reconnaissance sociale sous la forme de toutes sortes de pactoles qui faisaient que il finissait par gagner de l'argent. Mais ce n'était jamais présenté de façon crue et directe comme le fait de vendre X montant d'exemplaires et donc gagner un salaire, si l'on veut. Alors, c'est intéressant de voir comment tout ça est associé à une sorte d'invasion de la masse. La masse se met à écrire. Pourquoi pas moi aussi? C'est intéressant parce qu'il va y avoir beaucoup de ces critiques-là qui vont se faire autour de chaque nouvelle extension technologique. C'est l'idée, bon, maintenant tout le monde peut faire un film, maintenant tout le monde peut avoir un blog, maintenant tout le monde peut, etc. Et à chaque fois, c'est vu comme une irruption démesurée, pathologique des limites des règles de l'écriture et de la lecture. Alors, on est là face à une véritable hantise de la mainmise de la multitudo, de la multitude sur la culture, la cultura, au sens où on l'avait vu, donc le sens le plus dogmatique, le plus essentialiste. Et il va y avoir des conséquences politiques. Et c'est assez intéressant de voir que, au fond, ce débat sur les romans feuilletons est un vrai débat de société, ce qu'il est difficile d'imaginer maintenant un débat littéraire qui devient un vrai débat de société, mais là, c'était encore le poids du prestige de la littérature faisait que le débat sur le roman feuilleton devient un débat
politique. Et il y a un député, un certain Chapuis-Mont-Laville, qui va dénoncer officiellement les dangers du roman en feuilleton à la tribune de l'Assemblée nationale, et pas une seule fois, mais trois, en 43, 1843, 1845, 1847. Les dates ne sont pas innocentes, parce qu'on est avant la Révolution de 48. Donc, c'est très intéressant de voir qu'avant la Révolution de 48, il y a comme cette sorte de panique morale autour du roman feuilleton. Alors, quels vont être les chefs d'accusation? C'est que le roman feuilleton détourne de la politique. Tiens, on aurait pu imaginer que, justement, une autre hantise qui serait que la politique est trop présente dans les romans feuilletons. D'ailleurs, Eugène Sue fait profession de foi socialiste dans Les Mystères de Paris. Qu'ils incitent à la passivité, tiens donc, c'est un terme qu'on a déjà vu dans les critiques du populaire, qu'on va retrouver dans les critiques sur la masse. Qu'elle stimule le désir de volupté interdite. Alors là, il y a toute une fantasmatique, parce qu'au fond, les romans feuilletons sont quand même, quand on les lit maintenant, d'une grande pruderie, voire pudibonderie, mais ce n'était pas assez déjà pour l'époque. On est au moment où Baudelaire va avoir son procès pour les fleurs du mal et Flaubert pour Madame Bovary. Donc on sent qu'il y a eu un vent extrêmement conservateur autour des arts et des lettres, et on dénonce comme ça des romans parce qu'ils seraient licencieux. C'est une très très vieille rengaine qui remonte à toutes les dénonciations des pères de l'Église, des spectacles populaires, enfin c'est une très vieille tradition de critiquer la littérature et notamment la littérature populaire pour son aspect licencieux, même si c'était beaucoup plus dans le regard des censeurs qu'il y avait ce danger que dans les textes eux-mêmes. Et puis, l'idée donc que le roman feuilleton affaiblit et corrompt les mœurs aussi bien que le goût. Donc, encore une fois, très vieille diatribe qui avait déjà été faite contre les romans au complet. C'était toute la querelle des romans. C'était toute la querelle qui avait été faite contre le théâtre aussi. Donc, on retrouve des vieux trucs, mais qui se retrouvent modernisés, mis au goût de jour par rapport à l'invention donc du roman feuilleton. Alors, il développe l'imagination aux dépens de la raison. C'est un vieux thème contre le roman et la fiction en général, et suscite l'émotion aux dépens de la pensée. Et là, nous sommes vraiment à un moment crucial où nous avons tout cet argumentaire hérité de polémiques chrétiennes contre les arts et les lettres depuis la querelle avec le paganisme jusqu'au XVIIIe siècle. On voit ça, mais qui commence à prendre des tons modernes et qui s'applique à une extension moderne de la communication de masse, le roman feuilleton. Ainsi, au lieu d'être éducateur du peuple, le roman feuilleton serait l'outil de sa perversion, expression de la décadence de la littérature, c'est un terme qui va être sans cesse utilisé, celui de décadence, inéluctablement lié au progrès de la démocratie. Et on voit que là, il y a déjà une vision pessimiste. On parlera plus tard de pessimisme culturel, Kulturpessimismus en Allemagne, mais cette idée que la modernité, avec son double legs de la révolution industrielle et de la révolution politique, des révolutions politiques américaines et françaises, que ça présente une menace pour la haute culture. Alors, il y a un livre tout à fait passionnant de Lise Dumasy, La querelle du roman feuilleton, un débat précurseur, littérature, presse et politique, un débat précurseur de 36 à 48, qui analyse tous ces aspects-là. Et il y a vraiment là un moment fort dans l'histoire de la théorisation de la culture populaire en germe. Donc, on voit là déjà poindre tous les pensifs ultérieurs de la critique de ce qu'on appellera la culture de masse.
représentant le nouveau public visé par ces fictions, à la fois comme victime de ces fictions, mais aussi comme une menace potentielle, en proie à une irrationalité contagieuse dont Gustave Le Bon, qu'on va retrouver bientôt, créditera les phénomènes de la foule. Il va parler de foule et ensuite ce sera la notion de masse qui va s'imposer, au nom d'une vision catastrophique de la démocratie et du suffrage universel. Le 19e siècle est le siècle du débat sur le suffrage et la Révolution française n'avait pas réussi à imposer loin de là le suffrage universel. Ce sera longtemps le suffrage censitaire, donc que les riches peuvent voter. Et la question du suffrage universel, et qu'est-ce qu'on entend par universel, est-ce que ça s'étend aux femmes, etc., va être vraiment une question énorme de la vie politique. Voilà l'enseignement du roman moderne, résume Charles Manche de Loine, donc un particule aristocratique, 4 ans après la Révolution de 48. Il apprend au peuple à mépriser et à haïr tout ce qui se lève au-dessus de lui, et il conduit la France à la plus épouvantable de toutes les guerres, à la guerre sociale. Donc, c'est après le débat sur le roman feuilleton, il est clair qu'on en vient à cette vision qui là s'étend au roman moderne dans son ensemble, à cette vision d'une culture du peuple qui est essentiellement disruptive, subversive, qui ne respecte pas les hiérarchies et qui est catastrophique puisqu'elle implique la guerre civile. Alors, ce que écrit Pascal Durand, ce que la culture d'élite pose face à soi, ce n'est pas une autre culture. Ce n'est pas même la culture d'un grand autre, c'est une non-culture. Ce qu'on avait déjà vu dans la capsule précédente. Menaçante, proliférante, informe grouillement de fantasmes qui sont autant de prétentions sociales. Donc, il y a vraiment un fantasme qui se crée peu à peu autour de la notion de la foule, autour de la notion de la masse, autour de les nouveaux médias de masse. Et c'est intéressant parce que de voir que Marx et Engels, qui sont eux aussi des critiques du roman feuilleton, mais au fond un peu aux antipodes de ces critiques conservatrices qu'on a vues, puisque Marx et Engels, ce qu'ils vont critiquer dans Les Mystères de Paris d'Eugène Sue, dans une œuvre pionnière d'ailleurs, très difficile à lire parce qu'il y a beaucoup d'allusions aux œuvres elles-mêmes, etc. Et ce n'est pas une lecture évidente, mais vous le trouvez en ligne aussi. C'est la célèbre La Sainte Famille ou Critique de la critique critique, paru en 1945, qui consacre toute une partie à la déconstruction de l'idéologie dans Les Mystères de Paris. Et justement, Marx et Engels, contrairement à cette idée d'une littérature licencieuse, etc., eux, ce qui s'intéresse, c'est de voir qu'au fond, ce que Eugène Sue, qui est socialiste, qui devient socialiste en écrivant Les Mystères de Paris, au contact des misères du peuple qu'il documente, etc., Marx et Engels vont critiquer ce type de socialisme-là, incarné dans le roman, et ils vont notamment critiquer l'escapisme, la solution escapiste qui fait que les problèmes du peuple, ils sont résolus non pas par le peuple lui-même, mais par cette figure, au fond, très fantasmatique du prince Rodolphe qui vient aider les pauvres, etc. Donc, Marx et Engels inaugurent dans la Sainte Famille un autre type de critique, qui est une critique idéologique, c'est la base de la critique littéraire marxiste. Il n'y a pas tant de textes où Marx se soit intéressé à la littérature de façon directe. Donc, c'est un peu le texte, la matrice de toutes les théories ultérieures marxistes sur la littérature. Et
c'est assez intéressant de voir qu'à la fois, il y a ce premier texte de critique idéologique qui se fait à partir justement d'une œuvre de la littérature populaire, et aussi le fait que, par rapport à ce qu'on venait de voir, Marx et Engels théorisent dans le manifeste communiste la critique bourgeoise de la fin de la culture. Et je cite, c'est un moment, c'est une de ses grandes intuitions de Marx, il dit « De même que pour le bourgeois, la fin de la propriété de classe signifie pour lui la fin de toute production, la fin de la culture de classe équivaut à la fin de toute culture. La culture dont il déplore la perte n'est pour l'immense majorité qu'un dressage pour en faire des machines. » Donc là, ça va être un des grands thèmes de la critique marxiste de la culture aussi. Et c'est très intéressant de voir comment, au même moment où les conservateurs français critiquent le roman feuilleton avec ce discours catastrophique sur la fin de la culture lettrée, etc., qu'il y a déjà une interprétation idéologique de Marx en disant, au fond, ce que la bourgeoisie déplore, ce n'est pas la fin de la culture, mais c'est la fin de sa culture. De fait, on peut percevoir dans la notion de masse un reflet inversé de la notion de prolétariat, au sens de Marx, le prolétariat industriel. Et là où Marx voit l'agent de l'histoire par excellence, finalement, quand on le réduit à n'être qu'une masse, on le présente comme un groupement dangereux et irresponsable d'individus isolés, incapables de se gouverner eux-mêmes et n'adhérant plus à aucune valeur collective. Et on peut vraiment opposer de façon idéologique très clairement la notion de prolétariat qui apparaît chez Marx et la notion de masse qui apparaît dans plusieurs textes de l'époque. Et le vecteur de la réflexion sur les masses, ça va être d'abord les théories sociologiques sur la notion de la foule et sur l'âge des foules, ce que Gustave Le Bon, dans la psychologie des foules, en 1895, appelle l'âge des foules. Là, vous avez une belle réédition en poche, mais le texte est libre de droit et il se trouve notamment dans le site tout à fait extraordinaire de les classiques des sciences sociales de Lukács. Alors, la psychologie des foules de Gustave Le Bon est un texte qui est lui aussi à sa manière crucial. Il paraît en pleine fin de siècle, ce qu'on appelle la fin de siècle, la fin du 19e siècle, avec cet esprit très décadent de la fin d'une époque, d'une culture. C'est vraiment des thèmes qui obsèdent la fin du 19e siècle. Donc en 1895, et c'est Le Bon qui annonce donc, qui dit que l'âge dans lequel nous sommes en train d'entrer sera celui des foules, justement. Et alors, Le Bon s'intéresse dans la psychologie des foules à la psychologie sociale. C'est un texte qui va être lu par Freud, notamment. Il s'intéresse à la psychologie sociale et il revient sur les phénomènes révolutionnaires de la Révolution française, et il essaye de comprendre comment s'est produite la révolution, mais plus du tout d'une façon politique, mais à travers cette vision de la logique de la foule, de la psychologie de la foule. Et donc, les deux peurs se superposent. La peur de la révolution, du peuple révolutionnaire, de la Révolution française, telle que l'avait vécu Edmund Burke, et la nouvelle peur des bourgeois, des possédants, à la fin du 19e siècle par rapport au prolétariat, avec véritablement cette hantise de la révolution sociale. Et nous sommes à 10 ans de 1905, donc la première tentative de révolution en Russie. Et c'est vraiment dans ce contexte-là que se situe la réflexion de Le Bon sur le fantasme révolutionnaire et qu'il veut entièrement dépolitiser,
peut-être pas entièrement, mais qu'il veut en grande partie dépolitiser et qu'il veut d'une certaine façon psychopathologiser. Chez Le Bon, il y a une sorte de psychopathologie de la révolution qui est une psychopathologie de la foule. Et il y a comme ça une sorte d'équation constante qui se fait entre foule, émeute, révolte, révolution. Alors, ce qui intéresse Le Bon, c'est la foule, mais dans ce qu'il considère la foule, il y a déjà ce que l'on va entendre par la masse. Et ce qui l'intéresse beaucoup, c'est l'émergence de l'opinion populaire, le lien avec le journalisme, qui était déjà patent dans la Révolution française, qui était une explosion totale de journaux, qui sont d'ailleurs parmi les sources les plus intéressantes quand on s'intéresse à la Révolution française, c'est d'aller lire maintenant ils sont disponibles sur Gallica et autres sites digitalisés, et c'est vraiment fascinant de voir cette explosion de la parole publique dans les journaux de la Révolution. Bon. Alors, chez Le Bon, il y a cette obsession qu'on est passé dans un autre, dans une nouvelle époque, qui est celle qu'il caractérise comme celle des foules, qui est marquée par le journalisme, qui est marquée par la contagion, c'est vraiment le terme qu'il utilise, épidémiologique, la contagion de l'opinion, et où la presse devient de plus en plus le principe ultime de la politique et aussi de la vie sociale, et avec la hantise qu'au fond, cette contagion, elle se fait plutôt de bas vers le haut selon Le Bon, et qu'au fond, ce qui est en train de se passer, c'est que la foule est en train de s'imposer sur les élites, et que c'est à travers l'opinion publique, c'est vraiment l'opinion de la foule qui est en train de cesser. Alors, à partir de ce type de réflexion, parce qu'il va y avoir beaucoup le livre de Le Bon va être un best-seller, il va être traduit dans plein de langues, il va avoir 26 éditions qui vont se succéder. Enfin, c'est un vrai best-seller de la fin du 19e siècle, et c'est un livre, quand on s'intéresse à cette période-là, c'est vraiment un livre important qu'il faut avoir lu avec Freud et d'autres. Alors, à partir de cette réflexion sur les foules, l'émergence des foules, etc., on va passer à la notion de l'ère des masses. Et on va y avoir une équation qui va se faire entre modernité et ère de masse. Alors, je suis ici un texte vraiment crucial que vous trouvez en ligne de Pascal Horry, Culture populaire, culture de masse, une définition ou un préalable. Et je cite: l'ère des masses, disons-le clairement, la modernité, ajoute à la figure initiale de la culture populaire des dimensions nouvelles qui la lestent respectivement sur les 4 plans techniques, économiques, politiques et sociaux. Et là, ça va être encore une fois des aspects qui vont être constamment reliés dès qu'on va parler de culture de masse. Premièrement, l'évolution vertigineuse de la technologie de la communication. Et là, il est difficile pour nous, parce qu'on est dans une deuxième, voire troisième, on parle souvent de troisième révolution industrielle, la première étant celle de la fin du XVIIIe siècle, la deuxième étant celle de la fin du XIXe, et la troisième étant celle de la fin du XXe siècle. Alors, nous sommes en pleine révolution avec Internet, etc. Mais il est au fond difficile pour nous de comprendre à quel point les premiers mass médias ont eu un impact démentiel et ont eu un aspect de rupture radicale. L'industrialisation de l'imprimerie, le phonographe, la photographie, toutes ces extensions possibles et imaginables, la locomotive, etc., etc. Enfin bon, il y a eu vraiment comme des sortes par rapport à une société qui était restée technologiquement au fond très stable pendant des siècles, avec des petites évolutions, des petites variations, tout à coup, il y a quelque chose qui a l'air d'une véritable révolution.
dans révolution industrielle, le terme de révolution n'est pas du tout neutre. Il y a cet aspect-là de rupture massive. Par ailleurs, intégration décidée de la quantification dans les paramètres d'une nouvelle économie de la culture. Et là, c'est justement les nouveaux journaux, les romans feuilletons, les gravures, l'explosion des gravures, des caricatures, des photographies, etc., etc. Tout ça est vraiment intégré dans une société capitaliste moderne, axée sur donc la quantification. Nécessité politique où se trouvent désormais les acteurs sociaux de jouer sur la souveraineté populaire. C'est-à-dire qu'au fond, à partir de la Révolution française, il n'y a pas eu de véritable retour en arrière possible à l'ancien régime. Chaque pays, chaque élite politique de chaque pays d'Occident a dû prendre compte à travers une série de révolutions, les unes qui ont réussi, les autres qui ont échoué, mais qui ont toutes marqué le 19e siècle. Désormais, il faut tenir compte de l'opinion publique, il faut tenir compte de cette idée de la souveraineté populaire. Enfin, reconnaissance du poids des majorités qui est assez associée à ce que je viens de dire. Autant de données, nous dit Pascal Horry, dont le 19e siècle occidental est le lieu de la mise en place systématique et convergentes. Ainsi, les mutations de la presse écrite y sont-elles concomitantes de la culture à grand spectacle et grande échelle, comme par exemple dans les expositions universelles, les immenses expos. Bon, ici, évidemment, il y en a eu une très célèbre à Montréal, mais ça commence au 19e siècle et il y a déjà un aspect tout à fait révolutionnaire, spectaculaire de ces productions-là. De la mise en place de politiques de scolarisation obligatoire, ça va devenir un des vrais chevaux de bataille entre les progressistes et les conservateurs, cette idée de l'école obligatoire, gratuite, puis ensuite ce sera la question de la laïcité, et tout simplement de l'émergence en terre démocratique, les États-Unis, du concept anthropologique de la culture. Nous en avions parlé avec Tyler et l'émergence de l'anthropologie culturelle et cette idée que tout à coup, à partir du 19e, il y a une relativisation de la notion de culture qui se produit. Ces tendances sont elles-mêmes affectées d'un coefficient d'accélération dans le temps. Et effectivement, le temps s'accélère beaucoup autour du 19e, 20e. Et évidemment, maintenant, nous sommes dans l'hyper-accélération, mais c'est vraiment une vague qui est caractéristique de la modernité. Accélération dans le temps et généralisation dans l'espace. On parle de première ou deuxième globalisation et il y a déjà des aspects de globalisation au 19e siècle qui sont intéressants à étudier, qui permet de confirmer l'observation empirique ici de l'effacement de plus en plus rapide des configurations anciennes, là de l'omniprésence des médias. Donc, face à ce vrai traumatisme, tout à coup, tout est chamboulé. Là, force est de constater, d'un côté, le fait que les sociétés traditionnelles sont en train de disparaître. Nous en parlerons dans la capsule sur l'autre grand paradigme qu'il nous reste à étudier, qui va être celui du folklore, et ce sera tout à fait caractéristique de la pensée du folklore, cette idée que les sociétés traditionnelles sont en train de mourir, et ce qu'il est en train de prendre sa place, c'est une société de masse envahie par des médias de masse. Donc, le 19e siècle fait déjà l'expérience et la critique de l'avènement des masses, transformant profondément les régimes autant de la culture savante que de la culture populaire traditionnelle, au sens justement qu'on verra avec le folklore. C'est la destruction de la culture folklorique traditionnelle et la destruction aussi des paramètres de la culture lettrée telle qu'elle avait vécu pendant longtemps, donc tout l'ancien régime. Mais c'est au XXe siècle que véritablement le paradigme masse médiatique triomphe dans le discours social.
Alors, il y a eu à cela plusieurs raisons. Le XXe siècle est, lui, considéré vraiment le siècle des masses. Vous trouvez ça dans il y a plein de livres d'histoire qui sont le XXe siècle, l'âge des masses, l'ère des masses, etc., etc. C'est vraiment une des catégories auxquelles on pense quand on pense au XXe siècle. D'abord, par l'aspect massif des expériences les plus marquantes du XXe siècle, à commencer par la Première Guerre mondiale, avec cet immense cortège de morts et de blessés de guerre, cette échelle totalement disproportionnée et unique de l'extension du massacre. Avec la Première Guerre mondiale aussi, le sentiment de l'expansion des médias de masse qui vient avec l'émergence d'une nouvelle catégorie que l'on perçoit, qui est celle de la propagande. Et là, vous avez un poster qui est très connu. Donc, I want you for US Army, le Recruiting Station. Donc, c'est vraiment un des emblèmes de la propagande telle qu'on commence à la constater, telle qu'on commence à la pratiquer et telle qu'elle commence à dominer les populations autour de la Première Guerre mondiale. Et ça va être vraiment aussi là quelque chose de très traumatisant parce que à l'échelle de la boucherie totale de la Première Guerre mondiale, une des premières questions qui se posent, c'est comment en est-on arrivé là? Comment des millions de personnes ont pu être sacrifiées pour des querelles au fond très chauvines, très impérialistes? Comment les sociétés ont réussi à envoyer donc comme ça des générations de jeunes au casse-pipe et justement la propagande va être à la fois théorisée, critiquée et véritablement perçue comme un des vecteurs majeurs de l'ensauvagement qui a mené au désastre. Et donc à partir de ce moment-là, et c'est très important, nous y reviendrons pour l'école de Francfort, mais à partir de l'expérience de la propagande de guerre, il y a le sentiment très fort du pouvoir, du nouveau pouvoir des médias de communication de masse. Et puis, juste après la Deuxième Guerre mondiale, c'est une expansion sans précédent des mass médias. Et d'ailleurs, le terme apparaît en 1923 dans une revue de marketing, justement, qui s'appelle Advertising and Selling, et mass médias, qui englobe déjà la grande presse, qui est en pleine révolution. Là, pour le coup, on est vraiment en train de… La presse devient la presse telle qu'on la connaît encore de nos jours, avec des tirages industriels absolument effarants, avec les photographies, etc., etc. Le cinéma, la radio et aussi très vite la télévision. Il y a une première partie de l'histoire de la télévision qui est sous la forme plus de prototypes, etc. Ça ne va pas devenir un médium de masse comme tel avant la fin de la Deuxième Guerre mondiale, mais il y a déjà des prototypes, etc., assez vite. Ici, vous avez un petit… Bon, il y en a beaucoup sur Internet que vous pouvez vous amuser à consulter. C'est toujours fascinant de regarder ce type de diagramme. Ici, vous avez une très, 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 très synthétique présentation de l'évolution des masses médias, mais on voit bien comment les choses s'accélèrent. Donc, radio, cinéma, la première transmission de télé en 27, etc., etc. Donc, bon, vraiment une accélération importante. Alors, Edgar Morin, dans un article que je vous conseille, que vous devez lire, qui se trouve dans Encyclopædia Universalis, auquel vous avez accès via Virtuose, donc l'article majeur d'Edgar Morin, culture de masse.
Les masses médias, je cite, sont entrés dans le champ des préoccupations des grandes firmes qui les utilisent, mais aussi de la classe politique, de l'intelligentsia, de larges secteurs de l'opinion publique, et ces multiples intérêts ont donné naissance à la branche la plus originale de la sociologie américaine, la sociologie des masses médias. Et Morin va lui-même être auteur d'une étude pionnière en langue française sur la culture de masse. Nous allons y revenir dans une autre capsule. Et le terme même de culture de masse est introduit en 1939 pour désigner la culture produite, jouée et diffusée par les masses médias. Donc vous voyez qu'il y a eu comme ça une lente émergence de la notion elle-même. Donc d'abord on parle de foule, de l'âge des foules, ensuite peu à peu on va parler de société de masse, on va parler de médias de masse et enfin on parle dès 1939 de culture de masse. Mais les trois sont très riches. Alors ce terme, culture de masse, comme le signale adroitement Edgar Morin, le terme est d'emblée travaillé par la polysémie déjà évoquée du terme culture, puisque renvoyant à la fois à la notion relativiste, parce qu'on ne peut pas imaginer autrement comment on peut parler de culture de masse, et à contrario à la notion hiérarchique et normative qui définit l'élite ou l'intelligentsia, goût esthétique, sens des valeurs authentiques ou supérieures entre guillemets. Or, et c'est là une des impasses de ce paradigme, je cite, l'homme cultivé tend à considérer objectivement la culture de masse selon la première acception, c'est-à-dire la notion relativiste qu'il y a plusieurs cultures, la culture au pluriel, mais il tend subjectivement à la juger du point de vue de sa culture à lui, culture d'élite, culture scolaire, culture intelligente. Donc, on est un peu comme un jeu entre deux termes. Et c'est très intéressant aussi à la lumière de ce qu'on avait vu dans la capsule précédente sur les critiques de la culture populaire comme une culture par la distinction. On est là au cœur de cela. La culture de masse sert comme véritable repoussoir. C'est de la culture légitime. Parallèlement, toujours Morin, alors que la notion de culture populaire interroge un contenu, culture populaire, le peuple, auquel elle renvoie, c'est une entité de société clivée, un agent politique concret, de connotation sensible. Celle de culture de masse, elle, interroge plutôt une structure. Et c'est ça l'opposition, au fond, entre peuple et masse. C'est que quand on parle de masse, on parle d'une entité de société intégrée, un agent culturel abstrait, de connotation intellectuelle, très différent de celui du peuple. Mais au fond, écrit Pascal Horry, il s'agit du même sujet réduit à l'état d'objet. La culture d'une société en tant qu'elle ne s'identifie pas à ses élites. La culture populaire serait alors la forme ancienne, la culture de masse la forme moderne de la production et de la médiation culturelle en tant qu'elles échappent au contrôle des élites. C'est une distinction intéressante que postule ici Horry. Comme je dis, très souvent, on va les utiliser de façon, en faisant l'amalgame culture populaire, culture de masse, culture pop. Et ici, c'est intéressant de mettre un peu le point sur le « i », c'est que la culture de masse, c'est cette vision qui veut dénier l'aspect populaire par un autre terme, mais pour désigner tout autant ce qui, au fond, lui échappe. On passerait alors de la condescendance à l'ancienne, par rapport à la culture populaire ancienne, à la condescendance à la moderne, en quelque sorte. La première oppose le raffinement à la barbarie, la seconde, l'esprit critique à la passivité. Le sens de ce changement de paramètre est, on l'aura déjà compris, à chercher du côté du changement des valeurs dominantes. C'est précisément parce que les valeurs dominantes ont changé que la critique de ce qui est autre, de l'envers de la culture légitime qu'est la culture populaire, est là elle-même changée. Bien. Nous allons maintenant voir une critique
très bien vu, très signé, très synthétique, que Daniel Bell faisait en 1960 du modèle de la critique de la théorie de la culture de masse. C'est dans un article qui s'appelle America as Mass Society a Critique, que l'on trouve dans un livre de Bell très célèbre, La fin de l'idéologie, The End of Ideology, de 1960. Alors, nous allons le suivre un petit peu par rapport à sa vision d'un paradigme qui a été dominant et que Bell est parmi les premiers à avoir critiqué. Alors, la conception de la société de masse peut être résumée comme suit. Premièrement, les révolutions dans le transport et les communications ont emmené les hommes à un contact plus rapproché entre eux et les a unis de nouvelles façons. Par ailleurs, la division du travail les a rendus plus interdépendants. Maintenant, ce qui affecte une partie de la société va affecter l'ensemble. Malgré cette interdépendance accrue, cependant, les individus sont devenus de plus en plus éloignés ou aliénés les uns des autres. Les vieux liens de groupe, de familiaux et des communautés locales ont été brisés. Les foi paroissiales, les croyances locales sont remises en question et très peu de valeurs unificatrices ont pris la place de ces anciennes croyances disparues. Plus important encore, les standards critiques de l'élite éduquée ne sont plus désormais ceux qui forment l'opinion ou le goût. Comme un résultat, de cela il résulte que les mœurs et la morale est en un flux constant, que les relations entre les individus sont devenues tangentielles ou comportementalisées plutôt que organiques. Donc, ce que Bell est en train de résumer, c'est le diagnostic de la notion de société de masse, telle qu'on l'entendait à la fin donc, des années 50, et tel que le paradigme de la théorie de la société de masse était devenu une sorte de vulgate très très répandue dans le monde intellectuel. Et c'est d'ailleurs dans ce paradigme-là que la plupart des débats sur la culture populaire de toute la première moitié du XXe siècle ont été déterminés et ont pris place dans ce paradigme. Au même moment, une plus grande mobilité spatiale et sociale a intensifié l'obsession du statut, au sens de statut social. Plutôt que les anciens statuts fixés et connus dans la société plus traditionnelle, qui étaient symbolisés par la façon dont on s'habillait, mais aussi par les titres de noblesse, etc., etc. Maintenant, chaque personne doit assumer une multiplicité de rôles et doit constamment se prouver dans une succession de situations nouvelles. À cause de ceci, c'est toujours un résumé vraiment de cette vision composite que Bell n'est pas en train d'endosser, il est en train de l'exposer. À cause de tout ceci, l'individu perdrait un sens cohérent de soi, son anxiété augmenterait, il chercherait des nouvelles croyances, et là, la place serait faite pour les leaders charismatiques, les messies séculaires, qui, en donnant à chaque personne le semblant de la grâce nécessaire et de la complétude de personnalité, offre un substitut aux anciennes croyances unificatrices que la société de masse a détruites. Dans un monde de foule solitaire, c'est le terme d'un très célèbre livre de Riesman, The Lonely Crowd, qui était paru quelques années auparavant. Dans un monde de foule solitaire qui cherche la distinction individuelle, où les valeurs sont constamment traduites dans des calculs économiques, ou dans des situations extrêmes, la honte
et la conscience ne peuvent plus restreindre les excès de terreur. Là, on parle vraiment dans le contexte de l'après-guerre, avec tout l'impact de la Deuxième Guerre mondiale qui est venu se rajouter à l'impact traumatique de la Première. La théorie de la société de masse semble une description réaliste de la société contemporaine, une réflexion adéquate de la qualité et du sentiment de la vie moderne. Mais quand on cherche, nous dit Daniel Bell, à appliquer cette théorie de façon analytique, ça devient très glissant, slippery. Et au fond, ce que Bell va faire, c'est une critique justement de cette vision. Alors là, vous avez une image qui est devenue emblématique. Alors c'est une de ces photos prises lors de la première vague du 3D, parce qu'on sait que maintenant le 3D est revenu sur les salles, et d'ailleurs des photographes se sont amusés à faire un peu le même exercice maintenant. Mais évidemment, c'est devenu une icône, cette image est devenue une icône du conformisme, de la société de masse, tout le monde complètement aliéné par l'écran, par ses lunettes. C'est vraiment une transposition réussie, photographique du mythe de la caverne de Platon, et il est même presque difficile à imaginer que le photographe n'y ait pas pensé en prenant sa célèbre photo. Mais bon, là c'est un peu un exemple. Vous avez là, s'il fallait vraiment illustrer le paradigme de la société de masse tel qu'il a été établi par quantité de théoriciens pendant la première partie du XXe siècle. Là, c'est vraiment l'image qui vient à l'esprit. Donc, Daniel Bell va distinguer, pour les critiquer, 5 usages différents et parfois contradictoires de la théorie de la société de masse. Premièrement, il y a l'idée de la masse comme un nombre indifférencié. Alors, dans cette idée-là, la masse, c'est vraiment l'idée que les groupes de population sont sont groupés de façon hétérogène, indifférenciée, par opposition à d'autres catégories sociologiques comme celle de classe sociale. Et entre masse et classe, il y a vraiment un clash, justement, si on peut faire le petit jeu de mots, et on retrouve un peu l'opposition entre masse et prolétariat. Et au fond, si les États-Unis ont tellement utilisé le terme de mass culture, etc., c'est aussi parce que les États-Unis avaient une réaction à partir des années 30 très forte contre la notion de classe et contre le marxisme. Donc, l'impact de la notion de masse, c'est aussi une vision de la vie sociale. Donc, dans un sens intéressant, on va voir l'opposition en sociologie entre ceux qui parlent de masse et ceux qui vont parler de public. Parce que la notion des publics, elle est au fond moins connotée idéologiquement et elle est aussi plus pluraliste. Dans un public, il y a une certaine, public au pluriel, il y a une certaine neutralité qui est très différente de la notion de masse. Et ça va être un choix, que l'on choisisse le terme de masse ou de public qui va être, ou d'audience, qui va être assez significatif. Alors, parce que les médias de masse soumettent une masse, audience diversifiée à une série de matériaux culturels communs, on va dire que ces expériences vont devoir être nécessairement impersonnelles et insignifiantes. Et c'est le vieux débat qu'on avait déjà vu dans notre capsule précédente sur la culture populaire comme quelque chose de superficiel, passif, etc., etc. Donc, on va passer de la notion de la masse comme le nombre, comme le fait que c'est des groupements complètement hétérogènes d'individus que rien réellement ne relie, ni la classe sociale, ni l'appartenance locale, ni la famille, ni autre. C'est juste une masse où
ils sont tous séparés, détachés et anonymes. La masse n'a pas d'organisation sociale, n'a pas une tradition, ni une série partagée de coutumes. Elle n'a pas une série de rituels et de règles établies. Elle n'a pas un groupe organisé de sentiments. Elle n'a pas de structure, de rôle, de statut et pas de leadership établi. Devenir partie de la masse, c'est d'être divorcé ou aliéné de soi-même, selon ces critiques. Et les instruments qui projettent les valeurs sociales dominantes que les hommes, mais aussi les femmes, les enfants, etc., choisissent comme leur imago ou image idéale et de désir, donc la télévision, la radio, les films, imposent une réponse de masse, une réponse massive dans leur audience. Donc, on passe du nombre, l'idée que c'est tout simplement une multitude, au sens de la multitudo classique, c'est une multitude, rien ne la relie, et elle est construite, massifiée par ses propres divertissements et par les médias de communication. Un deuxième sens, c'est celui qui ferait de la masse le royaume de l'incompétence, de l'inculture. Et là, c'est très clairement la critique conservatrice telle qu'on la trouve chez le philosophe espagnol Ortega y Gasset en La Rebelión de las Masas, la révolte des masses en 1931, où finalement Ortega s'éloigne de la catégorie plutôt sociologique de masse pour désigner quelque chose de plus complexe, ce que plutôt l'homme masse, qui serait l'emblème de la nouvelle civilisation moderne, celle de la révolte des masses, justement, qui résulte de la perte de contrôle par les aristocrates au sens classique, les aristoi, les meilleurs, l'élite, les gentlemen, l'élite éduquée qui n'est plus du tout en position de contrôle parce que ce sont les masses qui se sont révoltées contre elle. Alors, le goût moderne, c'est un texte qui est beaucoup sur l'esthétique, la révolution esthétique des avant-gardes, les transformations majeures des années 20 et du début des années 30. Le goût moderne, selon Ortega, représente le jugement de ceux qui n'ont pas été qualifiés pour juger. La vie moderne, dit-il, fait la table rase de tout classicisme. Rien du passé peut rester comme modèle ou standard possible. La culture moderne désavoue le passé, cherche une expression libérée de ses désirs vitaux, devient, je cite, un enfant gâté, sans retenue, sans standard de contrôle, qui n'a pas de limite à ses caprices. Donc là, vraiment, chez Ortega, il y a plusieurs choses en même temps qui sont en train de se passer. C'est l'idée que non seulement on est dans une culture de masse, mais on est dans une culture de la révolte des masses. Les masses se sont révoltées contre la tradition, contre les élites, et elles imposent leurs caprices, leur forme de culture qui serait ce qu'on appelle maintenant, nous, la culture populaire et qui est vue ici comme essentiellement quelque chose de disruptif, catastrophique, etc. D'ailleurs, vous avez là une belle représentation monstrifiée et monstrueuse de la foule dans une des éditions espagnoles de ce texte majeur, par ailleurs, de réflexion sur le XXe siècle. Donc, un deuxième sens qui se greffe sur celui du grand nombre, c'est celui donc de cette révolte des masses inqualifiées, disqualifiées par Ortega, face aux élites. Ensuite, il y a une toute autre
notion qui est associée aux masses, c'est celle de la société mécanique et mécanisée. Et pour Daniel Bell, cela remonte au romantisme allemand. Dès le romantisme allemand, il y a un rapport traumatisé et problématique avec la modernité urbaine, avec la révolution industrielle, etc. Le romantisme, notamment allemand, a idéalisé la nature versus la ville moderne et a vu dans la ville moderne une sorte de cauchemar qui va se retrouver d'ailleurs dans toute l'histoire de la peinture expressionniste de début du XXe siècle. Et c'est intéressant d'ailleurs de pas entièrement cloisonner ces dialogues et ces théories de la culture de leur époque, parce qu'au fond, les obsessions qui sont transférées sur la notion de culture de masse, ce sont des véritables obsessions de la culture de l'époque, on va le voir. Alors pour tous ces écrivains, l'élément déshumanisateur par excellence, c'est la technologie. Et il y a une tradition technophobe très forte pendant toute la modernité, de même que la modernité est en grande partie traversée par l'antimodernité. C'est la thèse d'Antoine Compagnon dans Les Antimodernes. L'antimoderne fait partie du moderne. Pour être antimoderne, il faut être dans la modernité. On n'est pas antimoderne en restant en dehors du moderne. L'exemple le plus clair étant Baudelaire. Alors, l'élément déshumanisateur majeur pour la tradition romantique, c'est la technologie. La société de masse est aussi présentée comme une société mécanique, une société qui est devenue une machine. La machine imprime son style sur l'homme, fait de la vie quelque chose de mathématique, de précis, des emblèmes de la disparition de l'individu dans sa fonction technique, comme les visières de soudeur. Tout à coup, des images comme ça qui sont représentées comme la fin de l'humanité et la naissance d'une sorte de composite mécanisé. L'homme fonctionnalisé, parfaitement réglé, émerge comme un nouveau type opprimé par la pression technologique, par le pressoir même de la technologie. Et là, nous avons une qui vient à l'esprit immédiatement, une illustration de cette théorie-là. C'est évidemment dans le chef-d'œuvre de Charles Chaplin, Modern Times, qui est une satire totale de la mécanisation fordiste de la production. Un des films où Chaplin a le plus mis en évidence ses sympathies socialistes, sa critique, sa suspicion totale envers le nouveau système capitaliste américain. Et nous avons ici donc un de ces moments à la fois hilarant et terrible et tragique qui traverse le film de l'opposition entre le little man qui est Charlot et emblème des opprimés, des déshérités, des vagabonds, etc. Et les machineries totalement déshumanisantes et aliénantes auxquelles il a affaire. Mais c'est aussi une image forte que l'on retrouve dans une des grandes sculptures du modernisme. C'est le Rock Drill de Jacob Epstein de 1913, qui est vraiment une des premières figurations assez incroyables de cette sorte de composite. On dira plus tard, dans les années 80, on parlera des cyborgs, etc. Mais là, il y a quelque chose d'assez fascinant dans cette sorte de ce qu'on ne peut imaginer que comme une sorte de figure robotisée d'être humain totalement envahi par la machine. Et ce n'est pas un hasard si c'est au même moment que le terme robot apparaît précisément dans la pièce de théâtre de Karol Čapek, Ruhr, de 1920. Et là, vous avez un petit exemple du design du robot que met en scène Čapek dans sa pièce, qui est aussi une grande satire sur l'automatisation, la mécanisation. Donc, on voit qu'au fond, les thèmes
des intellectuels rejoignent tout à fait les obsessions, les hantises des artistes et a fortiori des gens plus largement pendant, pendant tout le début du XXe siècle. Et ce n'est pas un hasard si la vision de la société de masse est aussi noire et pessimiste, c'est parce que suite à la Première Guerre mondiale et ensuite à la crise de 29 et au fascisme, et ensuite à la Deuxième Guerre mondiale, bah, évidemment, il y a une vision très, très noire qui va s'installer par rapport à la société moderne. Enfin, quatrième aspect relié à la question de la mécanisation, c'est la question de la société bureaucratisée. C'est assez corollaire de ce qu'on vient de voir. La société de masse serait une société de la rationalisation extrême et de la surorganisation de la vie. Cette idée de la rationalisation extrême, on la retrouve chez Hegel, on la retrouve chez Marx, on la retrouve chez notamment Max Weber. On la retrouve avec la notion d'aliénation chez Marx, avec la réification, le fétichisme des marchandises, l'homme devenu lui-même une chose, un objet manipulé par la société plutôt qu'un sujet. Et donc, c'est toute la sociologie allemande, Georg Simmel, Max Weber, Karl Mannheim, qui vont faire cette critique féroce, mais notamment Mannheim dans L'homme et la société dans un âge de reconstruction. Mais c'est bien évidemment aussi Kafka. Ici, nous avons une des images assez hallucinantes de l'adaptation que fit Orson Welles du procès en 1962. Donc la vision totalement monstrueuse de la bureaucratie moderne de l'Empire austro-hongrois chez Kafka, qui devient vraiment une sorte d'emblème du XXe siècle et de la société de masse. Et là aussi, cette image, elle est un peu l'emblème du cauchemar de la société de masse tel que postulé par ces théoriciens. Et puis enfin, il y aurait ce que Daniel Bell appelle la masse comme foule, mais presque plus, c'est mob et plus fort que foule. Là, on est vraiment proche de la multitude, de la plèbe, etc. Et c'est plutôt l'idée que, alors que pour certains, donc, la société de masse, c'est une société de la bureaucratisation. Ici, c'est plus l'idée de l'élimination de la différence, l'uniformité, l'aliénation, le manque d'intégration et, comme chez Hannah Arendt, l'idée des masses qui n'appartiennent plus aux partis politiques, qui n'appartiennent plus aux organisations professionnelles, qui n'appartiennent plus aux syndicats ni aux structures municipales, qui est en dehors d'un intérêt commun et qui forme donc une sorte d'extériorité à la société telle qu'on l'entendait jusqu'à là. Et donc la révolte de ces masses-là, c'est une révolte contre la perte du statut social en même temps que l'on perd les relations communales dans lesquelles le sens commun faisait du sens. Les masses deviennent obsédées par un désir d'échapper de la réalité parce que dans leur déréliction essentielle, elles ne peuvent plus supporter les aspects incompréhensibles de sa condition accidentelle. Et parce que la vie moderne détruit tous les liens sociaux et parce que les techniques de communication de masse ont perfectionné la manipulation par la propagande, on est dans un âge des masses qui sont… donc là, ce n'est plus les masses perçues comme bureaucratisation, c'est presque l'inverse, c'est les masses comme complètement perdues euh, euh, et, euh, et, et, là, on retrouve, et on va le voir avec l'école de Francfort, on retrouve la critique de la société de masse comme une profonde aliénation
Donc, ce qui frappe autour de ces usages variés de la notion de société de masse, c'est le peu, dit Daniel Bell en 1960, le peu qu'elle reflète les relations sociales complexes et imbriquées dans le monde réel. Et il ajoute plusieurs de ces images de la vie dans la société de masse, telles que le présentent ses critiques, touchent à la caricature. Et il dit, derrière la théorie de la désorganisation sociale, au fond, ce qu'on retrouve, c'est une notion romantique et quelque part fausse du passé, qui voit la société d'avant comme ayant été organisée par des petites communautés organiques, très reliées, très unies. Et c'est ce que le grand sociologue allemand Tönnies avait opposé comme Gemeinschaft, donc la petite communauté, qui aurait été détruite par l'industrialisme et par la vie moderne et remplacée par une société atomistique, impersonnelle, ce que Tönnies appelle le Gesellschaft. L'opposition entre Gemeinschaft, communauté, et Gesellschaft, société, elle est cruciale pour comprendre le débat sur la culture de masse, parce qu'au fond, ce que l'on dénonce dans la culture de masse, c'est le passage d'une société qu'on idéalise dans le passé, où tout le monde se connaissait, où tout le monde était en contact organique les uns avec les autres, à une société d'individus anonymes dans la grande ville qui se côtoient sans se connaître, etc., etc. Et qui, du coup, cette nouvelle société, cette Gesellschaft, serait foncièrement impossible de fournir les gratifications de base que les sociétés anciennes procuraient. Mais Bell nous dit, finalement, c'est beaucoup le choix des termes dans cette opposition entre l'organique et l'atomisme. Il dit, personne n'est pour l'atome, mais les gens, si on change atome par société plus individualiste, ben là, ça change l'idée. Parce qu'au fond, est-ce que les gens veulent tellement retourner à des sociétés féodales, marquées par des corporations, par des liens de vassalité, par des structures extrêmement contraignantes. Et il dit, au fond, la grande faiblesse de toute cette théorie, c'est qu'il manque de perspective historique. Parce qu'au fond, ce que l'on critique quand on fait cette vision nostalgique du passé, on critique le moderne par rapport à une vision totalement idéaliste, idéalisée, alors que le passé n'était pas du tout aussi captivant et que c'était surtout perçu comme quelque chose d'une autre aliénation. C'était l'aliénation de l'individu au groupe, le que dira-t-on, le poids de préjugés, l'ostracisme de la différence, de la marginalité, enfin, etc. Tout ce qu'on sait sur la vie des communautés paysannes de l'époque prémoderne. Donc, au fond, et là, la critique de Bell rejoint celle contemporaine de Stuart Hall et Paddy Wanell, qui, en 1964, dans The Popular Arts, il disait « Le désir de retourner à une communauté organique est une nostalgie culturelle que seuls ceux qui n'ont pas expérimenté les conditions inhumaines de cette vie peuvent sérieusement envisager. C'est-à-dire qu'au fond, il y a le même argument chez Hall et Wanell, c'est dire, oui, bon, critiquer la société moderne parce qu'elle n'est pas organique comme par le passé, c'est vrai. On est en plein dans le fantasme de la transformation du passé en quelque chose d'idyllique. Et c'est exactement ce qu'avaient fait les romantiques, d'ailleurs, quand ils avaient commencé à idéaliser le Moyen-Âge comme une période de poésie, comme une période d'aventure, etc., etc. Alors que le Moyen-Âge, tel qu'on le sait par les historiens, etc., était marqué par des innombrables problèmes. Mais donc, c'est le même dispositif, si l'on veut, qui se crée à partir de la Révolution française. La pensée conservatrice idéalise le passé
l'Ancien Régime et les bases de l'Ancien Régime, qui sont la société médiévale féodale, idéalise cela et crée une sorte de contreposition entre le monde moderne, cauchemardesque, monstrueux, des villes, de l'industrie, etc., et ce monde idyllique du passé, rural et autres. Il y aura quelque chose de ça qui va survivre dans l'imaginaire, parce qu'évidemment, si vous pensez au Hobbit, dans Le Seigneur des Anneaux de Tolkien, il y a quelque chose de cette sorte de nostalgie, d'une Gemeinschaft. Et tout le début du Seigneur des Anneaux, c'est vraiment une sorte de ode à la communauté perdue. Et Tolkien était d'ailleurs très conscient, il était très au fait de tous ces débats-là. Et il avait une vision assez cauchemardesque de la vie moderne, et notamment de l'expérience traumatisante qu'il avait eue de la tuerie de masse de la Première Guerre mondiale. Et évidemment, l'ombre de la Première Guerre mondiale s'étend sur Mordor et Sauron et autres. Donc, encore une fois, il est important de ne pas totalement isoler les théories des préoccupations des artistes, etc. Alors, Bell continue, plus que les contradictions dans l'usage, les ambiguïtés dans la terminologie et le manque de sens historique, il y a au cœur de ces défenses, de ces critiques de la culture de masse, une défense de la tradition culturelle aristocratique. Et le doute que la grande masse de l'humanité puisse devenir véritablement éduquée ou acquérir une appréciation de la culture. Et dans ce sens-là, cette théorie devient souvent une défense conservatrice du privilège. Donc, la peinture de la culture moderne comme débauchée par ses concessions au goût populaire et qui ignore, au fond, la montée dans l'appréciation générale de la culture, c'est-à-dire, comme Bell va le dire, et d'autres, évidemment, on n'a jamais autant de fils d'ouvriers qui ont pu aller à l'université ou qui vont dans des musées, dans des galeries d'art, qui deviennent artistes eux-mêmes, etc., etc. Enfin bon, c'est vraiment donner une vision tout à fait noire et cauchemardesque de ce qui, par ailleurs, peut être vu comme un progrès, celui de la mobilité sociale, etc., etc. Alors, on va dire que tous ces théoriciens vont affirmer que la société de masse est superficielle dans les relations personnelles, anonyme, transitoire, spécialisée, utilitaire, compétitive, capitaliste, acquisitive, mobile, obsédée par le statut. Mais il faut montrer aussi, nous dit Bell, l'autre aspect de la monnaie, c'est que ça, c'est une vision totalement noire de processus tels que le droit à la privacité, le libre choix des amis et du métier, ce qui n'était pas le cas avec les anciennes corporations, par exemple, le statut basé sur le mérite plutôt que par l'appartenance à un groupe, la pluralité des normes et des standards plutôt que le monopole des contrôles sociaux par un seul groupe dominant. Pour cette raison, conclut Bell, la théorie de la société de masse ne sert plus comme une description de la société occidentale, mais plutôt comme l'idéologie d'une révolte romantique contre la vie contemporaine. Alors, c'était un constat très fort en 1960. On était encore en plein dans le paradigme de la culture de masse et c'était un tournant. On va le voir chez d'autres aussi qui ont essayé de mettre une critique à cette critique de la société de masse. Alors, il s'agit bel et bien, quand la critique de la société de masse aura été, au fond, un paradigme essentiel de ce qu'on appelle, avec les anglo-saxons, le modernisme. Donc, la modernité esthétique,
et théorique. Grosso modo, entre la moitié du 19e siècle et les années 1960, la notion de société de masse a été vraiment essentielle pour comprendre le monde moderne et surtout pour dénoncer le monde moderne. Et c'est comme ça qu'il y aurait toute une généalogie, d'ailleurs qui a été faite partiellement, mais peut-être pas entièrement, mais il y a toute une généalogie comme ça des critiques conservatrices de la culture de masse. Alors, il y a Nietzsche, il y a aussi Kierkegaard, il y a Matthew Arnold avec Culture and Anarchy, il y a Ortega y Gasset, il y a T.S. Eliot, il y a Gabriel Marcel, mais il y a aussi Heidegger et plusieurs autres. Donc, ça a été vraiment une façon de parler de la société moderne. Critiquer la société de masse a été une façon de vomir son époque, de critiquer ce qu'on n'aimait pas dans son époque. Mais ce qui est assez curieux, c'est qu'en même temps, c'est ce qu'on va voir ce qu'on verra dans notre prochaine capsule, du côté des marxistes, notamment de l'école de Francfort, il y avait aussi une critique très corollaire de la culture de masse. Alors, les critiques conservatrices attaquent à travers l'homme masse les effets qu'elles jugent pernicieux de la démocratie libérale. Les marxistes, eux, au contraire, vont juger que la nouvelle culture que Marcuse appellera unidimensionnelle est complice de la domination politique, qu'elle participerait à une liquidation progressive de l'autonomie du sujet individuel, incitant par ses messages réifiés au conformisme le plus total. Alors, le danger, du coup, apparaît double, venant d'un côté d'une masse entièrement aliénée, c'est le modèle, comme on verra, de l'école de Francfort, ou bien soumise à ses plus bas instincts, c'est le modèle des conservateurs, voire de ce qu'on a appelé la révolution conservatrice, et de l'autre, des médias technologiques qui menacent de faire sombrer les vieilles catégories de la culture imprimée pour les uns et d'asseoir le règne du capitalisme jusque dans les rêves les plus intimes de ses victimes captives pour les autres. Donc, vous voyez que, au fond, ce paradigme qui fait de la culture populaire la culture, l'équivalent de la culture de masse, il est très important pour l'histoire des théories de la culture populaire. Beaucoup des théories les plus connues se sont inscrites là-dedans. Beaucoup ont passé par la critique de ce qu'ils appelaient pas culture populaire, mais culture de masse. Et en tant que tel, c'est un paradigme qui a été extrêmement important. Nous verrons donc dans une prochaine capsule les extensions marxistes et autres de cette critique et nous verrons par la suite aussi les transformations introduites dont on voyait déjà une ébauche chez Daniel Bell et qui vont permettre de dépasser la simple dénonciation de la culture de masse. Merci beaucoup.